Bonsoir à tous. Par égard, pour, ceux qui ont eu la gentillesse de se connecter, on a, 300 personnes, en ligne, ce qui témoigne de l'intérêt de ce sujet. Donc, merci, infiniment pour, votre présence ce soir de l'autre côté de vos écrans. Donc, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mes chères consoeurs, mes chers confrères, merci beaucoup à vous tous d'être à nos côtés ce soir pour ce débat qui, une fois n'est pas coutume, réunit avocats, magistrats et policiers. L'occasion de partager nos points de vue respectifs, l'occasion, le temps de ce débat, le temps d'une soirée, peut-être de comprendre un peu mieux les enjeux et les contraintes des uns et des autres en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants qui, sémantiquement, a dérivé vers le narcotrafic. L'occasion aussi pour notre Conseil national des barreaux, qui est, vous le savez, l'instance représentative des 77 598 avocats au 1er janvier 2025, d'exposer les raisons de sa mobilisation et, il faut bien le dire, de son opposition dans l'ensemble à ce texte. Ce mercredi 5 mars débutera donc en commission des lois de l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Et si, en effet, la profession se mobilise actuellement, ce n'est évidemment pas contre l'action des parlementaires qui cherchent à endiguer le problème du narcotrafic. Nous ne pouvons qu'être évidemment solidaires de ce mouvement, et en tout cas, nous ne pouvons que comprendre que c'est un fléau contre lequel il faut lutter. Mais si la profession se mobilise, ce n'est pas évidemment non plus pour soutenir les narcotrafiquants dans leur projet. On aurait pu afficher notre slogan ni juge ni complice, mais précisément, nous ne sommes ni juges ni complices. Voilà en résumé ce que nous tenons à rappeler en amont des discussions qui occuperont nos députés dans les jours et les semaines à venir. L'avocat défend et il ne juge pas. Et si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est pour alerter les parlementaires, mais d'une façon générale aussi le grand public. C'est pour alerter sur les atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux que contient cette proposition de loi. En France, chacun a droit à un avocat, à un procès équitable, à un juge indépendant. Ce sont des garanties fondamentales, essence même d'un État de droit. Il est bon de le rappeler, particulièrement en ce moment. Et il est vrai que nous sommes très préoccupés, je le dis pour être bien élevés, car nous pouvons nous dire les choses franchement tout en restant bien élevés, mais nous sommes vraiment extrêmement préoccupés par l'amalgame qui est fait entre les avocats et leurs clients en ce moment. Alors merci à vous tous d'avoir accepté le principe du débat, et merci à Nicolas Bastuc d'avoir accepté de modérer ce débat que nous voulions effectivement contradictoire. Merci infiniment à vous tous pour votre présence ce soir, et place donc au débat que je vous souhaite excellent. Il faut appuyer, voilà. Merci Madame la Présidente et bonsoir à vous toutes et tous et merci d'être là. Mireille Delmas-Marty, lumineuse juriste que je ne présente pas, disparue il y a 3 ans, a consacré une part importante de ses travaux à l'analyse des rapports entre l'exception et le droit commun. Jusqu'à la fin de sa vie, cette grande spécialiste du droit criminel a mis en garde contre, je la cite, l'illusion d'une sécurité absolue au nom de laquelle la société en viendrait à légitimer peu à peu le sacrifice de toutes ses libertés. Alors, pour préserver l'équilibre fragile entre sécurité et respect des libertés fondamentales, Madame Delmas-Marty invitait le juge, le législateur et finalement tous les citoyens à raisonner la raison d'État. Raisonner la raison d'État. Après le terrorisme, la pédocriminalité, les infractions sexuelles, la lutte contre le narcotrafic est devenue en effet la nouvelle grande cause nationale pour les acteurs de la politique pénale. Personne ne conteste l'ampleur du phénomène et les ravages que les stupéfiants provoquent. Personne, Madame la Présidente le rappelait, ne contredit le pouvoir exécutif et législatif dans sa volonté de combattre ce fléau. Pour autant, le projet de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, puisque tel est son intitulé, construit un nouveau régime judiciaire d'exception qui inquiète les avocats. Disons-le sans détour, au nom de l'efficacité répressive, le projet porte de sérieux et nouveaux coups de butoir aux droits de la défense, déjà malmenés par ces procédures d'exception qui, depuis quelques années, se multiplient dans tous les domaines, crimes sexuels,
terrorisme, criminalité organisée. Dans un article publié hier dans la Tribune Dimanche, sous ce titre évocateur ni juge ni complice, le Conseil national des barreaux alertait sur les nombreuses et conséquentes atteintes aux libertés et droits fondamentaux que renferme le texte tel qu'il nous vient du Sénat. Alors, comment préserver l'équilibre? Quelles sont les dispositions du texte qui menacent le plus de le faire vaciller? Comment faire admettre à nos concitoyens qu'il ne peut y avoir de démocratie sans défense libre et indépendante? Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir ce soir. Pour en parler et pour que le débat qui nous réunit soit vraiment contradictoire, 4 invités, 4 praticiens du droit pénal et de la procédure, un magistrat, un policier et 2 avocats que j'ai le plaisir de vous présenter. À ma gauche, Madame Clara Grande, vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, ancienne juge d'instruction à la JIRS de cette même ville. Monsieur Jean-Christophe Couvy, tout là-bas, à droite, major de la police nationale, secrétaire national du syndicat Unité Police, lui-même officier de police judiciaire, donc vous connaissez parfaitement la procédure et vous représentez un peu la répression, la police ce soir à ce débat. Juste à côté, maître Amélie Morino, que vous connaissez bien ici au CNB, avocate au barreau de Paris et présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux. Et enfin, last but not least, maître Bruno Rebstock, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et spécialiste de la défense pénale. Merci d'être là, merci à vous également de nous suivre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et ces libertés peut-être menacées, un petit tour de table pour mieux vous connaître. Quelle expérience avez-vous de ce contentieux très complexe, en effet, qu'est le trafic de stupéfiants? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On va peut-être commencer avec vous, Madame la vice-présidente, Madame Grande. Le trafic de stupéfiants, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça m'évoque? Oui. Ça m'évoque une partie de ma vie professionnelle, mais qui n'est pas résumée au traitement de ce contentieux. Puisque, bon, d'abord, merci pour cette invitation. Avant de débuter, je voudrais vous remercier sincèrement de nous donner l'occasion de discuter dans cette période qui est une période tout à fait particulière et qui invite, j'en ai bien conscience, à la plus grande prudence. J'ai mis un temps de réflexion avant d'accepter, mais je crois que c'est absolument essentiel que nos différentes professions, services d'enquête, avocats, magistrats, nous arrivions à échanger sur ces sujets et ce, évidemment, dans le sens d'une recherche optimale des équilibres entre les droits fondamentaux qui sont évidemment à sanctuariser et puis néanmoins des préoccupations, des enjeux démocratiques de lutte contre cette problématique du trafic de stupéfiants. Alors, le terme de narcotrafic, pour moi, il est un peu réducteur parce qu'en réalité, derrière le trafic de stupéfiants, ce qui est visé par cette proposition de loi, c'est le traitement, l'appréhension globale de la criminalité organisée dans son ensemble et pas seulement du trafic de stupéfiants. Me concernant, j'ai une expérience de juge d'instruction de plus de 12 années qui s'est partagée entre le droit commun pendant la première moitié de mon expérience de juge d'instruction et puis la lutte contre la criminalité organisée au sein de la JIRS de Marseille pour les 5 années qui ont suivi. Ce sont, je ne peux pas dire le contraire, 2 temps très différents de la vie d'un juge d'instruction. Ce sont 2 contentieux, 2 écosystèmes tout à fait différents à mon sens. 2 types de procédures, 2 types d'enquêtes et parfois aussi 2 types de défense. Alors j'espère qu'on va pouvoir se parler aussi avec une forme de sincérité aujourd'hui dans les aspects un peu contradictoires de nos fonctions. C'est un mot auquel vous êtes attaché, le contradictoire, moi aussi. Et c'est dans cet esprit-là que je suis là aujourd'hui. 2 écosystèmes différents, d'abord parce que le droit commun appréhende des faits concernant lesquels les mises en examen dans nos procédures adoptent des positions qui sont très différentes de celles qui sont adoptées par les mises en examen dans le cadre de des affaires de criminalité organisée. En droit commun, les mises en examen assument souvent une part de culpabilité ou en tout cas une forme de reconnaissance des faits, ils répondent aux interrogatoires, ils contribuent à la manifestation de la vérité dans un sens ou dans l'autre, puisque évidemment la présomption d'innocence jusqu'au terme de l'instruction permet que nous puissions aussi instruire à décharge. Et je dirais que dans le cadre de ces investigations,
l'avocat, la défense est d'abord un auxiliaire de justice, c'est-à-dire qu'il contribue lui aussi à la recherche de la vérité par des demandes d'actes, par des demandes d'expertise. Donc on est dans un cadre, pas d'une collaboration, mais en tout cas de rapport entre les magistrats, les avocats, les services d'enquête qui sont assez fluides. Dans le cadre de la criminalité organisée, évidemment, les choses sont plus complexes puisque les mises en examen répondent rarement à nos interrogatoires, ce qui est assez frustrant d'ailleurs pour le juge d'instruction. Les ressorts du passage à l'acte ne sont pas tout à fait les mêmes. Là où en droit commun, on est sur des ressorts essentiellement humains qui nous invitent vraiment à nous intéresser à la personnalité des mises en examen. Dans le contentieux de la criminalité organisée, évidemment, les ressorts sont un peu différents. Il y a des enjeux économiques qui sont extrêmement importants, qu'on ne peut pas passer comme ça sous le tapis. Et puis, il y a également des enjeux de domination au sein de réseaux parfois complexes, parfois qui dépassent le cadre territorial dans le cadre duquel on mène nos investigations et qui doivent être appréhendés un peu différemment, évidemment. Appréhendés différemment avec des enquêtes qui sont différentes, avec un régime procédural différent. Et j'en viens à ce qui, à mon sens, constitue le cœur du débat aujourd'hui, c'est-à-dire que les enquêtes en matière de criminalité organisée, elles débutent parfois en amont de la commission des faits, en tout cas en amont des interpellations des mises en examen, alors qu'en droit commun, c'est en général le passage à l'acte qui va déclencher la procédure, les investigations. Et donc, ce sont en matière de criminalité organisée des enquêtes qui reposent sur un régime probatoire très particulier qui est fondé sur de très nombreuses techniques spéciales d'enquête, des investigations très techniques, qui sont très coûteuses aussi en temps pour les enquêteurs, qui requièrent des services très spécialisés et qui placent le juge d'instruction dans un rôle assez différent, qui est un rôle davantage de direction d'enquête, de contrôle de la régularité de la procédure, et qui place aussi, je pense, l'avocat dans une position très différente, puisque lorsque l'avocat arrive dans le dossier, en réalité, une grande part du dossier est déjà constituée. C'est-à-dire que l'instruction s'est faite dans un premier temps sans lui. Et je pense que l'enquête, non, oui, enfin l'enquête au sein de la procédure d'instruction, pas tant préliminaire que une fois que le juge d'instruction est saisi, il peut y avoir une phase d'investigation assez longue avant le moment des interpellations et le moment de l'entrée de l'avocat dans la procédure. Donc, quand l'avocat entre dans la procédure, il est nécessairement dans une position qui est une position d'examen de tout ce qui s'est fait avant son arrivée dans la procédure et dans une position, dans une logique sans doute plus forte de contestation de certains moyens d'investigation qui ont pu être développés, certaines orientations d'enquête qui ont pu être prises. Et évidemment, on n'est pas du tout dans le même rapport dans ce contexte-là avec les avocats que dans le cadre des procédures de droit commun où les investigations se mènent front à front avec eux. Alors, qu'est-ce à dire que les informations judiciaires sont ouvertes contre X, que les enquêteurs et le juge travaillent un peu secrètement et qu'on attend que tout soit ficelé pour dénommer la personne visée, la mettre en examen et faire intervenir seulement à ce moment-là l'avocat? Oui, absolument. C'est ainsi que ça se passe. C'est ce qui permet d'ailleurs de pouvoir observer certaines organisations criminelles fonctionner un certain temps, réunir des éléments à charge. Et le moment des interpellations, c'est le moment où les présentations devant le juge d'instruction font intervenir l'avocat pour la première fois. Donc, je pense qu'on est vraiment dans deux logiques d'instruction qui sont extrêmement différentes et qui, même pour les juges d'instruction, invitent à un positionnement tout à fait différent. Pour les services d'enquête également, mais je laisserai la parole aux uns et aux autres. Mais voilà ce que je peux dire de mon point de vue sur ces deux temps de ma vie professionnelle très différents. Maître Morino, sur la procédure des stupéfiants, quelle expérience vous en avez et comment vous réagissez à ce que vient de dire Madame la Présidente, qui nous explique quand même qu'on attend, on recule le plus possible le moment où il y aura un peu de contradictoire au moment dans la phase préparatoire? Alors, peut-être un mot de présentation pour vous dire d'où je parle. Donc, je suis effectivement à cette table. Il y avait un déséquilibre que vous avez noté, même s'il n'est jamais complètement désagréable, qui est qu'il y a deux avocats à cette table. En réalité, je laisserai à Bruno Rebstock le soin d'être un peu le praticien de la matière. Je vais m'exprimer ici en qualité de présidente de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux, qui connaît une forme de tunnel sur ce texte de
de lutte contre ce qui est désormais qualifié au Parlement de narcotrafic, puisque depuis des mois maintenant, nous suivons l'évolution de ce texte. La commission Liberté et Droits de l'Homme, elle est dans cette maison, la commission qui a la charge de toutes les questions ayant trait à la privation de liberté, aux questions de droit pénal, de procédure pénale, de droit des étrangers, de soins sans consentement, et donc est particulièrement mobilisée sur ce sujet depuis maintenant la rentrée et même avant, avec l'adoption en octobre dernier du texte dont nous allons avoir quand même l'occasion de discuter, en particulier de certaines de ces dispositions. Du coup, mon point de vue à cette table, il sera un point de vue un peu en retrait, essentiellement fondé sur les principes, puisque c'est là-dessus que le Conseil national des barreaux acte ses positions depuis le début. On a voté ici à l'Assemblée générale en octobre des positions et on continue d'en porter, en particulier vis-à-vis des parlementaires, puisque maintenant qu'on attend l'arrivée dès demain de ce texte à l'Assemblée nationale, on a eu l'occasion, les élus du Conseil national des barreaux, de rencontrer une dizaine de groupes et de parlementaires à l'Assemblée pour porter des positions qui sont les nôtres, et sans compter les auditions que le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers et le Conseil national des barreaux ont eues à la commission des lois. Mais sur la question de la pratique, je laisserai pour le coup la parole à la défense à mon confrère Bruno Rebstock. Alors, on va lui donner la parole à Maître Rebstock. Ça se passe souvent comme ça, les informations judiciaires, on les ficelle sans l'intervention des avocats et on les fait entrer. C'est presque une procédure coffre avant l'heure. Enfin, on va y venir dans un instant, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Madame la Présidente? Oui. D'abord, j'ai vécu des temps heureux jusqu'en 2004, où nous débattions ensemble de justice. Et puis en 2004, on a créé ce que le procureur de la République de Marseille de l'époque appelait une machine de guerre, les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS. Oui. Et j'ai le sentiment que nous avons dû entrer en guerre et choisir notre armée. C'est un peu comme ça que nous sommes devenus les mercenaires, les complices, les soldats de ceux que nous défendons. Je caricature un peu, bien sûr, mais il y a une vraie césure, en tout cas avec la création des JIRS. Et ce qui devrait continuer à être une procédure normale qui s'adapte à un contentieux dont personne ne peut nier la particularité, voire la montée en puissance, mais avec des règles qui restent quand même des règles communes. Effectivement, hein, enfin, alors j'allais dire, c'est pas les JIRS qui ont créé les commissions rogatoires, et donc le travail en amont des interpellations, puisque nous, finalement, nous apparaissons sur la scène judiciaire au moment des interpellations, des placements en garde à vue, c'est souvent concomitant, heureusement. Mais ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un travail considérable qui parfois dure sur plus d'une année, voire plus, dont nous sommes totalement exclus. Est-ce qu'il faut le regretter? J'allais dire, il est normal que la police, que la justice avec elle ait peut-être un temps d'avance, hein, forcément, mais à partir du moment où nous sommes autorisés à intervenir, où nous devrions pouvoir intervenir, je crois qu'il faudrait respecter un vrai contradictoire, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas parce que finalement, ces juridictions spécialisées, c'est la quintessence de toutes les exceptions. Tout est exception. Et puis nous sommes embarqués dans une suspicion dès le départ, puisque je rappelle par exemple que notre intervention peut être différée à 12 heures après le début d'une garde à vue. Je pense qu'on est la seule profession, j'espère me tromper, mais on est la seule profession où pèse sur nous une espèce de suspicion a priori qui fait qu'il faudrait nous écarter encore 12 heures après le début de la garde à vue pour éviter quoi? Je pose la question, mais là je pose la question au magistrat et aux représentants de la police qui va nous dire ce qui justifierait que nous soyons tenus à l'écart, malgré les règles déontologiques auxquelles nous sommes soumis, malgré les règles du code de procédure pénale auxquelles nous sommes soumis, qui nous fait interdiction d'évoquer la garde à vue auquel nous assistons, nous accompagnons un suspect. Qu'est-ce qui fait que nous devons être écartés pendant 12 heures de cette garde à vue, ce qui arrive assez régulièrement, il faut le dire, ça n'est pas du tout un cas d'école. Voilà, donc c'est une ère nouvelle qui a débuté il y a une vingtaine d'années et qui nous oblige à nous adapter, mais ça je le développerai, j'imagine, plus avant dans le débat de ce soir. Avec les lois Perben, donc, hein, 2003-2004. Alors, Monsieur Couvy, vous voilà interpellé. Est-ce que l'avocat est l'ennemi de la répression, de l'efficacité de l'enquête ou non? Alors, non, alors je vais me présenter, Jean-Christophe Couvy, donc moi je suis secrétaire national effectivement d'un syndicat qui s'appelle l'Unité Police. J'ai exercé, alors ma spécialité c'était pas les stupes, mais en fait j'étais aussi en police secours, j'ai fait du maintien de l'ordre, j'ai fait un peu de
l'équivalent des bacs. Et effectivement, on faisait du flag et ça m'arrivait d'interpeller des personnes qui étaient sur un point de deal à l'époque et qui dealaient. Ça fait partie de notre quotidien parce qu'il y a le haut du spectre dont on parlera sûrement et le bas du spectre, c'est-à-dire le quotidien, tous les jours, les collègues qui interviennent et qui tombent sur une transaction et qui décident de faire l'affaire. Effectivement, quand on passe le bloc OPJ, je l'ai passé en 2005, on mettait beaucoup l'action sur les libertés individuelles, libertés publiques. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on est quand même garant, nous aussi, en tant que policiers, de priver la liberté à un individu. Et en fait, ce pouvoir-là, il est quand même exorbitant. C'est pour ça qu'on est encadré aussi par le procureur de la République. On ne fait pas ce qu'on veut non plus. Donc voilà, donc ça, c'est quand même à souligner, d'autant plus que alors, nos avocats, effectivement, les avocats, les policiers ont toujours ce côté un peu ouais, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est les baveux, comme on dit dans le jargon, désolé, mais c'est un peu comme ça. Et en fin de compte, on ne comprend pas le rôle de l'avocat tant que nous-mêmes, on n'en a pas eu affaire un jour à un qui est venu nous aider sur une affaire. Et là, on est content de l'avoir, effectivement, parce que dès lors qu'on est mis en garde à vue, alors ça m'est pas arrivé, mais ça arrive à d'autres collègues, tout de suite, il y a un support psychologique qui est évident et qui fait que vous n'êtes pas seul, parce que quand vous êtes dans la tempête de la procédure, des fois, vous ne comprenez pas, y compris quand vous êtes policier, ce qui peut vous arriver, où vous en êtes et ce que vous risquez. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier point psychologique, j'allais dire, qui est important. Après, il y a des affaires, effectivement, où on a besoin, nous, d'œuvrer à notre rythme. Et il y a des choses... aujourd'hui, en fait, il faut travailler en amont. C'est pour ça qu'il y a le flag d'un côté, mais il y a aussi après l'enquête préliminaire où on amasse effectivement des preuves. Et dès lors qu'on a les preuves qu'il nous faut et qu'on a tous les personnes qui participent à un trafic, on effectivement aussi avec le procureur de la République, on donne le top départ, on y va, on interpelle. Et après, l'avocat rentre en jeu et découvre d'ailleurs le dossier. Des fois, ils sont aussi en amont, ils connaissent aussi un peu parce qu'ils ont toujours le même client. Et donc, il y a toujours des affaires un peu redondantes qui reviennent. Mais voilà, donc encore une fois, le procès équitable est une nécessité dans un état de droit, on en est conscient. On est monté au créneau d'ailleurs aussi parce qu'on estimait que l'avocat présent, par exemple, présent lors d'une perquisition n'était pas une évidence pour nous. Encore une fois, quand vous prenez une procédure, vous avez le sablier que vous retournez, vous savez que vous avez le temps de garde à vue et que le temps joue contre vous aussi. Vous devez aller très très vite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Le climat est un petit peu tendu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, lors de l'audience de rentrée solennelle de la cour d'appel d'Aix, pas très loin de chez vous. C'était votre procureur général, d'ailleurs. Voilà ce qu'il a déclaré. Il a déploré que l'argent de la drogue corrompe parfois les pratiques professionnelles de certains acteurs du monde judiciaire. Il visait clairement les avocats. D'ailleurs, il l'a dit, une minorité d'avocats font de la criminalité leur précaré et transforme les audiences en ring de boxe juridique. Et puis, lors de sa prise de fonction, le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a accusé une minorité d'avocats, je le cite, de travailler non pas à l'innocence de leurs clients, mais à emboliser la chambre de l'instruction pour obtenir des libérations. Et dans l'exposé des motifs du texte présenté au Sénat, dont on débat aujourd'hui, il est fait mention de guérilla juridique déloyale, de voies de droit utilisées au mépris des principes de loyauté. Alors, ce sont des termes forts. Madame Grande, est-ce que vous validez ce que dit le procureur général ou est-ce que vous auriez dit les choses en des termes plus courtois, plus mesurés? C'est une question rhétorique, j'imagine. Non, bon, ce n'est pas mon procureur général, puisque oui, vous êtes juge du siège. Je suis juge du siège. Il est évident que je trouve assez stérile d'opposer deux catégories d'avocats, deux catégories de défense. L'enjeu n'est pas là. Je pense que ce que traduisent ces paroles, c'est peut-être le sentiment pour les magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège, que dans ces matières-là, le travail qui est investi par les enquêteurs, mais aussi par leurs services judiciaires, magistrats, greffiers, sur des dossiers particulièrement complexes, en raison des moyens qui sont aussi ceux de l'institution judiciaire pour faire face à ces enjeux-là, est un travail qui est bien vite remis en cause parfois par des requêtes, des voies de recours dont il est évidemment
nullement question ici de les remettre en question et de dire que les avocats ne devraient pas les utiliser. C'est vraiment pas mon propos. Mais que parfois, le recours dessert l'ensemble du dossier et des objectifs qui sont poursuivis, et avec peut-être parfois le sentiment pour les magistrats et aussi peut-être pour les enquêteurs, mais ça je laisserai la parole ensuite à Monsieur Sivy, mais le sentiment que c'est peut-être davantage les intérêts d'un système, d'une organisation qui sont défendus plutôt que des intérêts individuels dans certains dossiers. Voilà, donc c'est peut-être la traduction de ce sentiment-là, mais évidemment, à mon sens, c'est tout à fait stérile de vouloir opposer certains types d'avocats à d'autres. La défense est presque une et indivisible. Est-ce que ça arrive vraiment que des exceptions de nullité fassent s'écrouler comme un château de cartes une procédure, ou est-ce que c'est un peu une légende urbaine et judiciaire? Est-ce que ça se passe encore? Est-ce que ça arrive vraiment? Très rarement et Oui. beaucoup moins qu'avant, puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation est un gardien vigilant pour la sauvegarde des procédures, pas forcément du droit d'ailleurs, mais des procédures. On pourrait multiplier les exemples. Donc cette légende, je crois qu'on peut parler de légende, que s'écroulerait régulièrement des procédures entières. Non, d'abord parce qu'il faut quand même le dire, le travail des enquêteurs, on a plus souvent des nullités dans des procédures, j'allais dire, de flagrance et peut-être de policiers de terrain moins aguerris aux règles juridiques. J'imagine mal des enquêteurs qui vont travailler des mois, voire des années sur un dossier complexe à dimension internationale commettre des erreurs d'évidence. Je pense qu'ils sont vigilants, et ils ont raison de l'être au nom du droit, ils sont vigilants sur la construction de leurs procédures, sur la régularité de leurs procédures, et ils le font en conjuguant leur vigilance avec celle du juge qui les mandate dans ce travail. Donc dire que les procédures s'écrouleraient régulièrement, non. Mais il arrive, heureusement, je dis heureusement, que parfois les chambres de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionnent une irrégularité de procédure au nom du respect du droit. Parce qu'en réalité, c'est ça le vrai débat. Vous savez, on est dans un temps un peu compliqué. Je pense qu'on est dans une forme de dernière bascule. Certains juges, vous voyez, je suis prudent, certains juges ont dit, bon, les avocats dérangent. Et puis, parfois, certains policiers ont dit le juge nous gêne. Et puis, le politique dit finalement, c'est peut-être le droit qui nous gêne. Alors, il faudrait supprimer le droit. Bon, vous voyez, on est dans une démarche un peu préoccupante quand même. Voilà. Donc, non, les avocats font leur travail, je vais y revenir, en indépendance. Et puis, alors, j'écoutais Madame Grande avec beaucoup d'intérêt toujours, mais vous voyez, quand on pose comme principe que l'avocat doit contribuer à la manifestation de la vérité, je pense qu'on part mal. Parce que l'avocat, à mon sens, et je parle en mon nom, mais peut-être que mes confrères sont en désaccord avec ce que je vais dire, mais l'avocat doit contribuer à la manifestation de ce que pense être la vérité de son mandant. C'est tout à fait différent, c'est tout à fait différent. Et je ne suis pas là dans un travail, le mot n'est pas péjoratif ou désagréable, mais je ne suis pas le collaborateur du juge. Ni l'auxiliaire de la justice. Et je ne suis pas l'auxiliaire de la justice, de l'institution judiciaire, non, je ne suis pas l'auxiliaire de l'institution judiciaire. Je souhaite, bien sûr, mais j'allais dire, moi j'ai un mandat, et j'allais dire, tant que je suis dans la légalité, je dois accomplir pleinement mon mandat, au risque d'ailleurs que mon mandant me reproche de ne pas avoir fait le nécessaire. Et donc tenter d'obtenir par tous moyens légaux la mise en liberté de quelqu'un, nous y reviendrons, fait partie de mon mandat. Monsieur Couvy, policier, donc secrétaire national du syndicat Unité Police, vous entendez ce discours? Vous comprenez qu'un avocat soit là d'abord pour défendre son client et ne soit pas au service de la manifestation de la vérité? On devrait dire la vérité judiciaire, parce que la vérité, elle est... C'est tout le grief, en fait. C'est que c'est vrai que quand vous êtes policier, vous avez l'intime conviction que la personne est coupable. Et derrière, effectivement, on a l'impression qu'on va lui trouver plein de, j'allais dire, d'alibis, etc. Et des fois, ça nous, enfin, on est vraiment, comment dire, en colère contre ce système, mais en même temps, c'est normal, c'est le système. Il faut l'accepter. En fait, c'est la différence entre la moralité et la justice. Voilà. Des fois, c'est pas moral, mais en même temps, c'est des actes de justice. Et les avocats, en fait, ne font qu'utiliser les failles, s'il y a des failles,
que la loi permet. Et donc, en fait, ils font aussi évoluer à leur manière, j'allais dire, la jurisprudence, le droit, et c'est aux législateurs après de s'adapter tout en respectant la liberté. Alors voilà, effectivement, nous, on a l'impression, des fois, en tant que policier, à hauteur d'homme, je me mets toujours à hauteur d'homme, et hauteur de policier, qu'on nous cherche les poux dans la tête, alors j'ai résolu le problème, mais qu'on nous cherche des poux dans la tête, qu'on essaie de nous entraver le travail, et qu'en fait, voilà, encore une fois, on va toujours nous sortir des choses abracadabrantes, alors que on sait que nous, on a le coupable. Voilà. Mais c'est aussi le rôle de l'avocat, notamment dans le procès, d'amener la réflexion et le doute. Voilà, il défend son client. Et ça, nous, des fois, en tant que policier, on a du mal à le concevoir, en fait. Voilà, quand vous avez, alors là, on parle du narcotrafic, mais des fois, vous avez des crimes sur des enfants, des viols, etc. Et en fait, on se dit, mais comment, nous, en tant qu'humains, on peut trouver autant de possibilités de défendre quelqu'un, alors que c'est l'évidence même qu'il est coupable et qu'il mérite une sanction. Voilà, donc c'est vrai que des fois, ça nous met hors de nous. Après, on a un système, il faut le respecter. Et encore une fois, c'est ce qui est important dans l'encadrement. Parce que les jeunes, par exemple, les jeunes policiers pourraient justement se laisser déborder par de l'émotion, etc. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un encadrement qui a de l'expérience, dire attends, un jour ou l'autre, de toute façon, cette personne-là, on la retrouvera. Le narcotrafic, c'est ça. Si là, par exemple, il y a eu une faille, et on se rend compte aussi, beaucoup d'avocats mettent font passer la forme avant le fond. Ça se fait de plus en plus. Et effectivement, donc, ils passent au scanner, parce qu'on a aussi une procédure pénale qui est changée régulièrement, qui est de plus en plus technique, complexe. Alors, quand on a le haut du spectre avec effectivement des policiers de la PJ, c'est souvent carré parce que vous avez un directeur d'enquête. Donc, en fait, tous les actes sont vérifiés, revérifiés. Quand vous êtes le seul OPJ dans un petit commissariat et qu'il vous arrive plein de choses et que vous avez déjà 200 dossiers à traiter, effectivement, des fois, vous n'avez pas le temps. Et à côté de ça, on a aussi une hiérarchie qui nous demande de sortir des affaires assez rapidement parce qu'il faut faire du chiffre, parce que le préfet l'a demandé, parce qu'au-dessus de lui, le ministre l'a demandé. Et donc, des fois, on est obligé un peu d'aller vite et peut-être aussi de se mélanger, j'allais dire, pas de saboter, mais d'arrêter l'affaire alors qu'on pourrait remonter peut-être au N+1 ou N+2. On a aussi des outils qui sont à notre disposition, franchement, qui datent de la préhistoire. Et donc, ça contribue aussi au mal-être et au malaise qu'on peut percevoir aujourd'hui dans l'investigation. On a des services aujourd'hui où les collègues ne veulent plus servir d'OPJ, ils vont faire des rapports pour retourner en brigade, parce que justement, ils perdent le sens de ce métier. Voilà. Donc, on a une procédure pénale de plus en plus complexe, pas forcément le temps ni l'expérience nécessaire pour les jeunes OPJ de réaliser toutes ces enquêtes et de bien fermer les portes. Et donc, des fois, après, effectivement, on ne comprend pas trop les sentences. Alors, Maître Moreno, avant d'entrer dans le détail du texte, comment vous avez accueilli ces propos quand même, si on veut rester poli, qu'on pourrait qualifier de tonitruant du procureur général d'Aix qui fustige cette minorité d'avocats qui font de la criminalité leur précaré? Vous, en tant que présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme au CNB, et en tant qu'avocate aussi. Oui, alors je le dis sous le contrôle de la présidente du CNB qui est présente, mais on a eu l'occasion à plusieurs reprises de redire à l'ensemble des pouvoirs publics, y compris au procureur général d'Aix-en-Provence, ce qu'on pensait de ces déclarations, et en particulier, et je vais reprendre les termes de Bruno Rebstock, mais en fait l'avocat, il agit, il défend son client dans un cadre, dans un double cadre d'ailleurs, le cadre de la loi et le cadre de ses règles déontologiques. Et en réalité, l'avocat, il ne fait que son travail en défendant. Le problème de l'annulation d'une procédure, ça n'est pas le recours qui est fait par un avocat, c'est l'irrégularité de la procédure qui a été conduite. Le problème de l'embolie des chambres de l'instruction, ce n'est pas le recours qui est fait par l'avocat ou les recours qui sont faits par les avocats, mais les moyens de la justice qui ne permettent pas aujourd'hui à une chambre de la cour d'appel d'être en capacité de traiter en moins de 24 mois une requête en nullité sur une procédure d'instruction. Donc, c'est aussi de la responsabilité professionnelle de l'avocat que de soulever les nullités, aussi de la responsabilité professionnelle de l'avocat que de veiller à la régularité de ces procédures. Et normalement, ce travail, précisément, il est censé rendre celui de ceux qu'il contrôle meilleur, et c'est d'ailleurs le cas dans bon nombre d'enquêtes, comme le disait Bruno Rebstock, les nullités, elles ne sont pas non plus légion en ces matières. Et puis enfin, quand même, ces propos, ils traduisaient quelque chose, ils traduisaient une confusion entre l'avocat et son client, et d'ailleurs, cette confusion, on la retrouve en réalité dans le texte de loi qui nous occupe, puisque
Par exemple, et je donne vraiment des exemples un peu sur lesquels on est très opposés, sur lesquels on œuvre beaucoup au Parlement en ce moment, mais la suppression de la possibilité pour un avocat de déposer une demande de mise en liberté par lettre recommandée, par exemple, sans que ce moyen à distance soit remplacé par une faculté de dépôt par le biais du RPVA en 2025, ça n'a tout de même absolument aucun sens de demander à un avocat de Tarascon de monter à Paris, faire son dépôt de demande de mise en liberté au greffe de la Chambre. De la même manière, la suppression de la possibilité, par exemple, pour un client mis en examen mais libre, qui ne réside pas dans le ressort de son juge d'instruction, de pouvoir désigner son avocat par lettre recommandée, c'est en réalité une entrave au droit des justiciables à choisir leurs avocats. En réalité, les réponses qui sont apportées à des problèmes qui sont essentiellement des problèmes de moyens tout de même de cette institution sont aujourd'hui des réponses qui entravent les droits fondamentaux les plus essentiels d'une procédure qui se veut équitable des justiciables concernés. C'est plutôt ça, nous, qui nous inquiète particulièrement, au-delà de l'amalgame qui est porté par une parole politique qu'on connaît bien et qui désormais est portée aussi par une hiérarchie judiciaire qui, effectivement, ne peut que nous inquiéter. Alors, effectivement, les moyens, c'est l'exécutif qui les apporte. La loi, les procédures, c'est le législateur. Et finalement, quand des procédures sont annulées, c'est le juge qui les annule. Ce n'est pas l'avocat qui est responsable de ces procédures qui éventuellement peuvent sauter parce qu'elles n'ont pas respecté la forme sœur jumelle des libertés, comme aiment le rappeler les plaideurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Présidente ? Je pense que le problème, en réalité, est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, les requêtes en nullité déstabilisent assez rarement les procédures. On peut le regretter, on peut le constater. Parfois, des nullités conduisent à des annulations et de fait, c'est toujours instructif à la fois pour le magistrat, pour les services d'enquête et ça permet de travailler mieux. Et ce contrôle-là, il est évidemment nécessaire, je ne le remets pas en cause. Ce qui est compliqué, c'est la multiplication des demandes, des requêtes en nullité dans un dossier et c'est ce délai induit devant la chambre de l'instruction qui est maintenant, enfin, dans chaque cour d'appel complètement embolisé et donc qui statue dans des délais très longs. Évidemment, le point de mire de ces délais-là, c'est la détention provisoire dans ces dossiers pour lesquels les personnes qui restent en détention provisoire pendant plusieurs années, ce sont quand même rarement des enfants de cœur. Enfin, voilà. Et fondamentalement, dans la décision, oui, il y a la présomption d'innocence. Je vois réagir dans la salle, évidemment. Mais si vous voulez, c'est pas tellement. En fait, c'est pas mon débat. La question là de la culpabilité ou pas. C'est qu'on est dans des procédures où les enjeux de criminalité sont tels qu'on le sait. Une organisation criminelle, elle peut continuer à prospérer. Et quand les personnes sortent, le risque de récidive, il est effectivement très important. Alors, ça peut choquer. On peut se dire, bon, elle s'assoit sur la présomption d'innocence. Il y a quand même dans certains dossiers des éléments à charge qui sont extrêmement importants, sur lesquels on motive la détention provisoire, d'ailleurs, et pas seulement, mais aussi là-dessus. Et donc, lorsque des remises en liberté ont lieu parce que des délais déraisonnables sont atteints dans nos procédures ou parce que certaines failles dans notre système existent, quand c'est le traitement des demandes de mise en liberté, qu'on a des greffiers absents, qu'on a des circuits de dépôt des demandes et de traitement des demandes qui sont fragilisés par notre organisation judiciaire, et on est les premiers à le déplorer, on aboutit au résultat suivant, c'est-à-dire que là où d'habitude la décision de remise en liberté relève du juge, c'est-à-dire que c'est une vraie décision qui est appréciée en fait en droit, la mise en liberté devient automatique. Et dans ces moments-là, qui sont rares mais qui existent, le juge d'instruction peut quand même avoir le sentiment que ce n'est plus lui qui remplit sa mission d'appréciation des critères de la détention provisoire. Évidemment, il y est fait droit parce que ce sont des règles procédurales qui s'appliquent et c'est heureux, nous sommes dans un état de droit, mais c'est une décision qui lui échappe là complètement et qui n'est pas le fait de son inaction ou d'irrégularité qu'il aurait commise. C'est-à-dire que c'est simplement le fruit du jeu des délais et de l'inaction qui a pu se produire dans le cadre du dossier. Donc la multiplication des requêtes en nullité, elle a cet effet-là induit. La réaction des magistrats, peut-être parfois épidermique et sans doute mal orientée, elle tient aussi à cela.
c'est qu'il y a des personnes extrêmement dangereuses qui peuvent se retrouver en liberté. Et quand je dis cela, je ne pense pas porter atteinte à la présomption d'innocence, parce que, comme ça a été dit, ce sont aussi des personnes que l'on retrouve ensuite dans d'autres procédures, dans le cadre desquelles peut-être elles sont innocentes, néanmoins, nous avons des raisons de les interpeller à nouveau. On ne peut pas quand même imaginer maintenir indéfiniment en détention provisoire des justiciables, en effet présumés innocents. Il faut bien qu'il y ait un moment que ça s'arrête, qu'il y ait une espèce de surmoi quand même au-dessus du juge, pour que, ne serait-ce que pour qu'il y ait une certaine célérité, non? Enfin, on peut pas. Comment vous envisagez les choses dans la limitation de la durée? Je viens de vous expliquer qu'en réalité, le juge n'est pas tout puissant. Il n'a pas la maîtrise de tous les délais. Et c'est peut-être là, voilà, une des Vous seriez favorable à un allongement des délais dans certaines infractions? Parce que moi, je suis également très attachée au respect des droits fondamentaux, des libertés, et je pense effectivement que ce temps de détention provisoire, en plus d'être un temps incertain, puisque effectivement la culpabilité n'est pas établie, est un temps inutile. Voilà, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que c'est un temps inutile pour le mis en examen. D'une manière générale, que ce soit en droit commun ou en criminalité organisée. C'est un temps qui est un peu suspendu, pendant lequel il est difficile de mettre en œuvre quoi que ce soit en vue d'une réhabilitation, d'une réinsertion de la personne. Donc ce temps-là, évidemment que ce n'est pas satisfaisant qu'il se prolonge indéfiniment. Néanmoins, quand on est sur des faits d'une particulière gravité, il me semble assez important que ce temps-là puisse permettre aux personnes d'être jugées détenues. Et ce n'est pas une conviction hyper répressive, c'est d'abord parce que les critères légaux du placement en détention provisoire, ils sont ceux-là, ne pas permettre de mettre fin à l'infraction, permettre d'éviter son renouvellement, permettre de protéger des personnes, permettre d'éviter des pressions sur des témoins, des victimes. Et donc ces critères-là, pour moi, ils sont remplis jusqu'au terme de l'instruction et jusqu'au renvoi, le cas échéant, de la personne devant une juridiction. Alors, la lutte contre les stupéfiants prévoit déjà un certain nombre de dérogations dans le droit. Je parle bien sûr sous votre contrôle. On pense à l'allongement de la durée de la garde à vue, à la prescription qui est allongée, aux outils offerts aux enquêteurs, à la spécialisation des juridictions, les GIRS, mais aussi les cours d'assises spéciales. Et ce texte rajoute de nouvelles dérogations, donne de nouveaux outils aux policiers et aux juges. Alors, on va peut-être les examiner ensemble. Je voulais commencer par ce qu'on appelle le dossier coffre, cette mesure qui vise à soustraire un certain nombre de pièces, d'éléments de l'enquête au contradictoire, autrement dit aux avocats. Dans un procès-verbal distinct seraient ainsi entreposées des informations recueillies par des techniques spéciales d'enquête qui seraient cachées aux mises en cause et à leurs conseils. Vous avez un petit peu étudié la question, j'imagine, Maître Rebstock. Qu'est-ce que vous en pensez? Du mal. Du mal. Parce qu'à partir du moment où l'avocat entre en scène, on l'a dit tout à l'heure, au moment de la garde à vue, je pense que le contradictoire doit être respecté. Autant je considère qu'il est naturel, au terme d'une efficacité que tout l'avocat que je suis ne va pas contester, d'une efficacité policière, judiciaire, de travail de terrain et d'enquête, certain nombre de surveillances, de géolocalisation, d'écoute téléphonique soient faites. C'est la règle du jeu, c'est pas un jeu, mais c'est pour que les choses fonctionnent, bien sûr. Mais à partir du moment où les personnes sont interpellées, d'ailleurs, c'est toujours très paradoxal, puisqu'on nous dit... Madame la Présidente le disait tout à l'heure, au fond, quand l'avocat arrive, tout est fait. C'est curieux parce que tout est fait et on a l'impression que l'avocat va gêner quoi d'ailleurs? Parce qu'il y a toujours cette culture de la coopération. Vous disiez tout à l'heure, ah là là, la criminalité ordinaire, ce qui est bien, c'est qu'ils sont gentils, ils nous aident, ils nous disent ce qu'ils ont fait, l'avocat les encourage à dire ce qu'ils ont fait, tout ça est très consensuel. Avec le narcotrafic, c'est très embêtant parce qu'ils ne parlent pas, ils ne nous répondent pas et les avocats les encouragent à ne pas nous répondre. Mais si vous avez tout, ne perdons pas de temps. On va les juger très vite puisque vous avez tout. Vous servez à quoi d'ailleurs? Quelle est la plus-value à partir du moment où vous notifiez une mise en examen puisque nous avons tout? Vous voyez, ça c'est un vrai débat sur la question de la preuve d'ailleurs, au-delà de la parole, de ce que peut dire ou pas dire quelqu'un qui est mis en cause et qui n'a pas envie de contribuer à la manifestation de la vérité. En tout cas, la seule vérité qui l'intéresse, c'est sa vérité et qu'elle triomphe. Ça, c'est une réalité. Voilà. La deuxième chose, je vais répondre à votre question,
c'est que si les chambres de l'instruction n'avaient pas à traiter massivement un contentieux de la détention provisoire dans des dossiers où cette détention ne justifie pas, parce que, vous voyez, à l'instant où je parle, il n'y a pas 82 000 narcotrafiquants dans les prisons françaises pour 62 000 places. Vous voyez, donc les chambres de l'instruction... Il n'y a pas 82 000 non plus de détenus provisoires. Hein. Non, mais il y en a beaucoup. Mais les chambres de l'instruction, en tout cas, sont surencombrées d'un contentieux de la détention qui pourrait être évité. Je referme la parenthèse, mais elle a son intérêt pour expliquer aussi peut-être l'encombrement des chambres de l'instruction, puisque ce sont ces mêmes chambres qui doivent à la fois se prononcer sur les requêtes en annulation et se prononcer sur le contentieux de la détention. Alors, la procédure coffre, on nous dit, bah, regardez ailleurs, la Belgique, ça marche bien. Bon. Oui, bon, on regarde toujours ce qui marche bien, mais qui met l'avocat de côté ailleurs. J'ai pas très bien compris, pour tout dire, en relisant ce qu'on va... ça gêne qu'on regarde quoi? Qu'on regarde comment on a sonorisé un appartement, comment on a implanté dans un ordinateur un logiciel espion. Oui, bah, je trouve que ces arguments sont assez pauvres en réalité, hein, mais c'est toujours cette logique qui préside, c'est-à-dire c'est l'avocat complice, l'avocat qui va empêcher, l'avocat qui va entraver. Il y a un jeu du chat et de la souris, hein, on le sait bien, le progrès technologique, les uns l'utilisent, les autres l'utilisent, chacun à son tour, pour de mauvaises raisons, pour de bonnes raisons, mais cette procédure coffre, dont on nous dit que finalement on ne devrait pas s'inquiéter parce qu'on aura un garant, c'est le juge sera nos yeux et nos oreilles. Le juge va regarder pour nous, il sera garant de ce qu'on aura respecté le droit. Je dis qu'au-delà de tout ça, chaque fois qu'on met en œuvre un dispositif technologique, intrusif, ils le sont de plus en plus, c'est le risque aussi d'atteindre à la liberté individuelle de chacun. Moi, je veux bien qu'on parte du principe que ça ne visera que les narcotrafiquants en posant comme postulat que ceux qu'on désigne comme narcotrafiquants le sont, bien entendu, sans discussion possible. Mais je veux dire, prenons l'IFSI Catcher déjà, quand on aspire les données dans un rayon donné, c'est les données de tout le monde. Quand on implantera dans un ordinateur ou quand on implante dans un ordinateur ou dans un réseau informatique un logiciel espion, on n'atteint pas que ceux qui pourraient être impliqués dans une procédure criminelle et dans du narcotrafic. Je dis qu'il faut aussi ouvrir le débat sur cet aspect-là, c'est-à-dire le respect des libertés individuelles, le respect de la confidentialité. Alors la confidentialité, sujet brûlant pour les avocats que nous sommes, bien sûr. On y viendra tout à l'heure, justement. Je voudrais vous donner la parole sur effectivement ce dossier coffre. L'intention du législateur, hein, pour préciser ce que vient de dire Maître Rebstock, c'est de protéger les sources, je cite, et les méthodes d'enquête des policiers et des gendarmes. Alors, vous y êtes favorable, vous, à ce dossier coffre? Oui, c'est une demande qui a été faite d'ailleurs par les services de police, par les enquêteurs, parce que si vous voulez, effectivement, aujourd'hui, c'est le jeu du chat à la souris, sauf qu'à la fin, le chat se fait toujours dépasser par la prochaine souris. Parce que tout ce qu'on met en œuvre, forcément, quand vous avez un procès, c'est dit devant le public, il y a des avocats qui sont là, qui font leur devoir, mais il y a aussi des personnes qui écoutent et qui regardent quelles sont nos techniques d'enquête et comment on fait. Et donc après, effectivement, ils peuvent le resservir aux narcotrafiquants, aux trafiquants, et qui peuvent aussi après changer leur méthode de deal. En fait, en face de nous, on a quand même une vraie mafia. Il faut aussi, à un moment donné, se jeter dire ce qu'il en est. On a aussi en ce moment une société qui est en train d'être complètement changée par rapport à ce narcotrafic. Tous les jours, on le voit d'ailleurs dans les faits divers, qui ne sont plus des faits divers. Hein. Quand tous les jours, vous avez des coups de feu dans certains quartiers, et des coups de Kalachnikov, des échanges, etc. Je suis désolé, à un moment donné, il faut aussi changer de logiciel. Aujourd'hui, on a un problème, on a aussi des gens à protéger, on a aussi des collaborateurs qui peuvent, sur des sujets, nous donner des informations. On a nos informateurs, on a des agents infiltrés, on a des façons, effectivement, des techniques pour récupérer des informations. Et si c'est à la vue du public et qu'en fait, à chaque fois, on dit comment on fait de façon publique, bien, effectivement, en face, ils ne dorment pas. Eux, ils n'ont pas besoin de faire des appels d'offres pour avoir du matériel dernier cri et dernière technologie. Nous, il faut qu'on fasse des appels d'offres. Donc, en fait, si vous voulez, en face de nous, on a des gens qui ont 3 facteurs. Ils ont de l'argent de façon illimitée. Voilà, on parle rien qu'en France, entre 3 et 6 milliards d'euros de revenus par rapport au trafic. Ils ont des ressources humaines presque illimitées maintenant, puisqu'on voit bien qu'ils enferment les jeunes justement des quartiers et les empêchent même d'aller dans les médiathèques, etc. Ils brûlent tout pour justement les encarter dedans et en faire des enfants soldats, puisque aujourd'hui, à 14 ans, vous prenez un flingue pour aller tuer quelqu'un, faire un contrat. Et puis derrière, j'allais dire aussi, c'est une vision maintenant, ils ont le temps.
en fait, parce que justement, quand vous avez ces 3 facteurs, vous avez le temps aussi de vous développer, on le voit aujourd'hui. Et donc, en fait, si l'État, si la société ne réagit pas par rapport à cette menace qui est en train de déstabiliser une société, effectivement, on va droit le mur. Donc, peut-être que ça va enlever un petit peu de liberté individuelle à des trafiquants, à des personnes qui viennent de la criminalité organisée. Mais en fait, je pense que l'opinion publique de ça, elle est prête à s'asseoir dessus parce que justement, elle, ce qu'elle veut, c'est vivre tranquillement. L'opinion publique. Cette prostituée qui tient le juge par la manche, hein, c'est un avocat célèbre qui a eu cette jolie formule. Alors, Maître Morino, qu'est-ce que vous en pensez de cette procédure du dossier coffre? Et puis, ce que dit Maître Rebstock, Madame Delmas-Marty l'aurait dit en d'autres termes, mais elle disait la même chose, le risque de contamination de ce droit pénal spécial à l'ensemble du droit et finalement qui finirait par ruiner nos libertés. Alors, M. Couvi n'est pas d'accord, mais vous en pensez quoi? Non, M. Couvi n'est pas d'accord, manifestement. D'abord, je dois quand même dire que l'opinion publique, elle s'assiera sur toutes les procédures et sur toutes les libertés individuelles quand on lui promet de la sécurité, toujours. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais été contrarié. La seule chose, c'est qu'au moment où ce sont les citoyens qui sont eux-mêmes mis en cause individuellement, tout d'un coup, ils se souviennent de l'intérêt des procédures, de l'intérêt des garanties des droits, de l'intérêt du contradictoire. Et même s'il existe, même à supposer qu'il existe que vous qualifiez de vraie mafia, et face à l'extrême violence qu'on ne conteste pas, l'argent important, parfois supérieur aux moyens de la justice eux-mêmes ou de la police, en fait, on continue quand même d'interroger le besoin de dissimuler dans la procédure un certain nombre d'éléments. Ce que je comprends de ce que vous nous dites et qui n'est pas exactement ce que nous disaient les parlementaires, c'est que ce n'est pas les éléments dissimulés qui, le fait de les révéler, pardon, je vais le refaire, qui aurait mis en cause des procédures en cours. Votre objectif, c'est de protéger des procédures à venir. Je vais quand même le dire, on ne comprend pas bien où est le besoin, mais par ailleurs, le contre-pied qui est fait et le contrôle qui est proposé dans le texte et qui est évoqué Bruno Rebstock, c'est un contrôle d'un juge indépendant, d'un juge du siège, et on va le dire, il n'y a pas de vrai contrôle sans contradictoire. Parce qu'en réalité, un contrôle qui se fait sans personne pour porter les arguments sur l'irrégularité des méthodes qui auraient été employées, ça n'est pas un contrôle. Malgré toutes les bonnes volontés de tous les meilleurs magistrats du monde qui travaillent avec les moyens qu'on a. Juste simplement pour revenir sur la question du dossier coffre, au-delà même de nos débats et au-delà même des principes, en fait, on a, à mon avis, un vrai problème qui est celui qui a soutenu le Conseil national des barreaux à chaque fois qu'il a été interrogé, c'est qu'il existe déjà un dispositif similaire dans le Code, c'est l'article 230-40 ou 41 et 42. En fait, ce dispositif, il existe. Il permet de dissimuler, dans le cadre de la procédure, les moyens par lesquels on a mis en place un moyen de géolocalisation. Et en réalité, le Conseil constitutionnel, il s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ce dispositif et il a déjà dit que ça n'était pas possible, que les éléments qui ressortent de ces investigations, dont le contenu est dissimulé dans le cadre de la procédure, ne peuvent pas fonder les charges qui sont retenues contre le mis en examen. Et si on veut que ces éléments deviennent des charges, si on veut que ça devienne des preuves, il faut les remettre en procédure et donc les soumettre au contradictoire. Ce qui a été tenté par le Sénat dans la dernière mouture du texte, c'est précisément de dire que ces éléments, ils n'auront pas valeur de preuve et donc ils ne seront pas soumis au contradictoire, ils n'auront que pour objet d'orienter les investigations, de fonder de nouveaux moyens d'enquête. Mais vous le disiez à l'instant, en fait, il existe des exceptions. Et donc, le texte, il prévoit des exceptions dans lesquelles vous pouvez être mis en cause et vous pouvez même être poursuivi et condamné sur le fondement d'éléments qui n'auront pas été versés en procédure. Et ça, pour la profession, je pense que ça n'était un suspense pour personne, mais ça restera une disposition parfaitement inacceptable. Et jusqu'au bout, on ira sur les recours qui nous seront ouverts pour les contester. Effectivement, hein, le projet de loi dit que les éléments du dossier coffre, normalement, ne pourront pas être utilisés lors du procès. Mais il y a un mais, et le diable se cache dans les exceptions. Une exception, ou deux, ces éléments dissimulés durant l'enquête pourront être utilisés à l'audience s'ils sont d'intérêt exceptionnel pour la manifestation de la vérité ou si la vie ou l'intégrité physique d'une personne est en jeu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine hypocrisie quand même du législateur? On connaît ces exceptions qui finalement finissent par sont suffisamment, comment dire, extensibles pour
pour contaminer l'ensemble de la procédure. Vous en pensez quoi, Madame la Présidente, de cette exception un peu dangereuse quand même? Bon, d'abord, on voit que c'est une disposition qui a déjà beaucoup évolué par rapport à la manière dont elle était envisagée au début, hein, ce qui montre qu'effectivement, il y a des obstacles certains et que le contradictoire, là, comme en beaucoup d'autres matières, est essentiel. Ce dossier coffre, en réalité, alors j'aime pas l'expression, mais il existe déjà, alors il existe, ainsi que Maître Morino vient de l'indiquer, mais il existe aussi avec la possibilité d'entendre un témoin sous X. C'est-à-dire que quand il y a des enjeux de protection de personnes, on a pu admettre que des informations d'identité soient soustraites à la publicité relative qu'il y a quand même dans le cadre d'un dossier. Parce que ce n'est pas une défiance à l'égard des avocats, et je le dis vraiment, Maître Repstock, en vous regardant, c'est que c'est un peu omettre que les mises en examen eux-mêmes ont accès au dossier. Et ça, on ne peut pas l'omettre. Voilà. Et donc, quand il y a des personnes, des collaborateurs de justice qui interviennent dans la mise en place de certaines mesures, on peut comprendre qu'il y ait la volonté de les protéger également de la même manière qu'on peut protéger des témoins sous X. C'est voilà, faire un peu fi de cette dimension-là. La procédure, elle est quand même accessible aux mises en examen eux-mêmes, qui s'inscrivent encore une fois dans le contexte de la criminalité organisée, dans des organisations, des systèmes. C'est-à-dire que, bien sûr, l'avocat va avoir à cœur d'exposer la vérité de son client, mais en réalité, cette vérité-là, elle peut être soumise à des rapports de domination, d'argent, mais de violence aussi. Et donc, on ne peut pas mésestimer dans ces dossiers-là, à mon sens, cette dangerosité potentielle et ce risque qui pourrait concerner des personnes qui collaborent aussi à l'œuvre de justice du côté de la police. Bon, voilà. Mais je comprends parfaitement, voilà, les enjeux de contradictoire qui se logent dans cette question-là. Et j'ai pas de religion arrêtée. Je vois juste que le texte évolue, et que peu à peu, ce dossier coffre sera peut-être un coffre vide. Mais voilà. Maître Repstock, un mot, et puis ensuite je vous redonnerai la parole sur un autre élément de la loi, enfin du projet. Non, le premier mot quand même, c'est que 20 ans de GIRS sont un échec, hein, parce qu'il y a 20 ans, on disait c'est une juridiction spécialisée pour lutter contre, alors on ne disait pas le narcotrafic, mais on commençait à parler de criminalité organisée. Je pense que les praticiens des juridictions marseillaises peuvent constater où nous en sommes aujourd'hui, 20 ans après. Sur le plan de la criminalité, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. En tout cas, la sévérité des GIRS, les moyens procéduraux mis en œuvre. Donc, je ne suis pas certain que cette fuite en avant, c'est-à-dire les entailles faites au contradictoire, la mise à l'écart, si possible, un temps certain de la défense, essayer de rogner l'efficacité de la défense. Je ne suis pas certain que nous allions vraiment dans le bon sens pour régler un problème qui n'est pas un problème judiciaire, ni un problème policier, ni un problème de défense, mais qui est un vrai problème de société. Vaste débat, ce n'est pas celui de ce soir. Mais il est quand même, j'allais dire, sous-jacent, il est peut-être le support de tout notre débat en réalité. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, heureusement que nous avons accès au dossier. Et moi, c'est pas que j'ai pas confiance dans le juge, mais j'ai pas une confiance absolue dans le juge. Vous voyez, parce qu'on n'est pas dans une équidistance. Vous n'êtes pas à la même distance du policier que moi et qu'entre vous et moi. Et quand vous parlez de contrôle du juge sur le travail des enquêteurs, excusez-moi, mais là je parle vraiment, c'est le praticien qui parle. Je pense, alors vous allez peut-être me dire on n'a pas le temps, on a trop de dossiers, nos cabinets sont surchargés, c'est sans doute vrai en partie, mais je doute du contrôle, c'est-à-dire du contrôle du juge, du contrôle indépendant, distant qu'exerce le juge sur le travail policier. Voilà. Moi j'ai le sentiment, et je dis bien le sentiment parce que les sentiments peuvent être combattus par la preuve contraire, mais j'ai le sentiment qu'il y a une forme d'indolence et que ma foi ce que fait le policier, sauf l'erreur absolue, sauf celle que qui d'ailleurs, combien de fois les juges eux-mêmes peuvent le faire et saisissent la chambre de l'instruction pour faire contrôler la régularité du travail des enquêteurs. J'ai un exemple d'ailleurs où la chambre de l'instruction, je crois, avait été saisie dans la semaine qui avait suivi la requête du juge. Vous voyez, on peut aller très vite. Mais à part ça, j'ai pas d'exemple. Vous voyez, donc j'ai une confiance un peu limitée dans ce contrôle. Et je me dis que si c'est le juge qui contrôle pour moi ce qui a été fait dans le cadre de ce coffre-fort ou de ces pièces mises dans le coffre-fort, je suis un peu préoccupé. Alors, deuxième point important de la réforme en cours, en gestation, la création d'un parquet national anticriminalité, le PNACO,
comme il en existe déjà en matière de terrorisme, le PNAT, et en matière financière, le PNF, très célèbre. Est-ce que c'est utile, Madame la Présidente, de créer un parquet spécialisé, même si vous le rappeliez, vous êtes juge du siège? Et ensuite, je poserai une question à Monsieur Couvi, puisque comme bras armé, je ne sais pas si on pourra parler de machine de guerre de ce nouveau parquet, il y aura un état-major criminalité organisée qui sera également constitué. Vous nous direz ce que vous en pensez, Madame la Présidente, sur ce parquet. Avant cela, j'exerce mon droit de réponse à ce que vient de dire Maître Evstock, parce que en réalité, vous me demandez une preuve qui est impossible, Maître. Parce que la vous preuve ne voyez diabolique. pas la preuve diabolique. Vous ne me demandez pas le nombre de mesures que j'ai pu refuser parce que je les considérais disproportionnées. Et si les magistrats effectuent bien un contrôle dans leur direction d'enquête sur les questions qui peuvent être soulevées, les demandes qui peuvent être portées par les services d'enquête. Et non, les juges d'instruction ne sont pas que dans des rapports indolents avec les services d'enquête. Et je pense d'ailleurs que parfois, les rapports avec les services d'enquête, et notamment leur hiérarchie, peuvent être particulièrement complexes, ce qui place le juge d'instruction dans une position qui est une vraie position de juge, d'arbitre, et en tout cas garant de la procédure. Donc non, je ne peux pas vous laisser dire que le juge ne contrôle pas les procédures, parce que je vous assure qu'il le contrôle et qu'il le fait parfois voilà, avec force de courage et d'énergie, mais voilà, jamais dans la déloyauté, et toujours dans une discussion avec les services d'enquête, qui est une discussion qui peut être tout à fait contradictoire là aussi. Voilà, alors on n'est pas obligé de se fâcher pour travailler ensemble, ni les uns ni les autres, et c'est dans cet esprit-là que, en tout cas, moi j'ai dirigé mes enquêtes et que j'ai pu refuser des mesures que, par conséquent, vous n'avez jamais vues. Voilà. Donc je termine, je ferme cette parenthèse. Alors, sur le parquet, oui. sur le PNACO, bon, de ce que j'ai lu là des dernières évolutions de la proposition de loi, je crois qu'en réalité, pour l'instant, et je pense que ça tient aussi aux moyens de l'institution judiciaire, il n'y a rien qui est particulièrement révolutionnaire qui est envisagé par rapport à l'existant. C'est-à-dire que on créerait un PNACO qui en réalité correspond pour l'instant plus ou moins à la manière de fonctionner de la Junalco parisienne. Sauf que ce procureur-là aurait un statut plus indépendant que le PRA au sein de la Junelco en charge de cette coordination de l'action des GIRS, et puis que sans doute ça questionne l'échelon interrégional qui normalement est coordonné par les procureurs généraux. Un peu différemment. En tout cas, il me semble que c'est assez intéressant qui est du côté du parquet la constitution d'une forme de capacité d'analyse des phénomènes criminels sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet à l'institution judiciaire justement de se positionner dans un rôle de contrôle et de rapport de force parfois aussi avec les services d'enquête qui, eux, sont très hiérarchisés, très organisés, très centralisés, avec des offices centraux qui maîtrisent et qui disposent du renseignement. Et je crois que l'institution judiciaire a tout intérêt à essayer de, elle aussi, se constituer en interlocuteur légitime sur ces questions de visibilité des phénomènes criminels sur le territoire national. Ça permet également d'effectuer des recoupements entre les procédures, sans doute de manière un peu plus agile que ce que nous faisons actuellement, qui repose en large partie sur les services d'enquête et donc leur vision à eux de ces phénomènes-là, ou d'échange d'informations entre des magistrats à raison de discussions qu'ils auraient sur leur dossier. Et je trouve que ces circuits-là ne sont pas non plus très clairement identifiés et que peut-être il y ait comme ça une entité qui permette de coordonner ces informations et cette analyse, ce serait assez intéressant. En l'état, à mon sens, pas de crainte majeure de centralisation excessive du contentieux. Je pense que l'échelle des GIRS, l'échelon des GIRS, le niveau régional, reste assez pertinent pour bon nombre de phénomènes criminels, même si, évidemment, ils prennent une ampleur nationale, internationale. Il y a quand même toute une partie de la criminalité qui est abordée localement, en tout cas pour Marseille ou pour la Corse. C'est une question qui, à mon avis, n'a pas à être remise en cause par l'éventuelle constitution d'un PNACO. Alors, Monsieur Couvi, sur ce PNACO et cet état-major criminalité organisée, il nous reste 10 minutes. Alors, je vais faire vite. Alors, ouais. Non, alors écoutez, enfin,
personnellement, enfin, le syndicat, nous, on pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, la lutte, il faut qu'elle soit coordonnée. Or, aujourd'hui, on a une police qui est aussi très décentralisée. Il y a une réforme. On a donné justement la coordination, entre guillemets, plutôt décentralisée sur des régions. Or, on voit que la lutte contre la criminalité organisée, elle est aussi transfrontière. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un parquet qui centralise quand même cette lutte. Il faut connaître et améliorer les connaissances des trafics, parce qu'on voit bien maintenant que le trafic il n'est pas que dans une région ou dans une ville, et que, par exemple, la DZ Mafia va jusqu'à Rennes, va jusqu'à Nantes. Enfin, voilà, ils se baladent un peu, ils essaient de trouver des territoires, ils essaient de casser un peu le plafond de verre et justement de s'agrandir. Donc, en fait, on a besoin de cette coordination nationale, et aussi parce que la coordination nationale n'existe pas entre les services, par exemple, la police, gendarmerie et les douanes, mais il y a très peu de communication. Et on se rend compte que chacun est dans son tuyau d'orgue et que souvent, c'est très compliqué de croiser des informations. Pareil, on n'a pas de système de traitement, de croisement de données aujourd'hui digne de ce nom et qui pourrait nous permettre de mieux comprendre la manière dont travaillent les narcos. On a des cellules de renseignement opérationnel STUP qui sont locales, qui font le boulot, mais effectivement qui manquent aussi de concertation, de réunion et de faire remonter des informations. Voilà, donc on a des défis aujourd'hui, des enjeux numériques, on est dans la crypto-monnaie, le petit dealer du coin, maintenant il investit aussi en bitcoins, il investit en crypto-monnaie, il y a des techniques, eux aussi ont des techniques pour blanchir de l'argent, et on a besoin d'avoir ce regard périphérique sur tout le territoire national. Voilà, donc je pense qu'en centralisant et en spécialisant, c'est une bonne réponse pour lutter contre le trafic. Amélie, Maître Moreno, vous voulez dire un mot sur ce parquet spécialisé? Et puis on en viendra au dernier point. Il nous reste, il reste 7 minutes. Esprit de synthèse. En fait, on a quand même au Conseil national des barreaux, en tout cas, on a une crainte particulière avec la création de ce parquet national. Ça n'est pas tant qu'il soit chef de file et qu'il soit là pour harmoniser en particulier ce qui est GIRC, ce qui n'est pas GIRC, ce qui dépend de chaque territoire. Notre inquiétude, c'est aussi que ça s'accompagne de compétences concurrentes, et donc peu à peu de voir un certain nombre de contentieux quitter leurs caractéristiques territoriales. Et ces compétences concurrentes, telles qu'elles sont évoquées dans le projet qui nous a été adressé, qui a été voté au Sénat, elles peuvent intervenir à tout moment de la procédure. Et donc, ça veut dire qu'on a des procédures qui pourraient commencer à un endroit et puis être transférées à un autre au plan national, avec tout un tas de questions pratiques dont manifestement les parlementaires se moquent éperdument, mais qui concernent en particulier notre fonction et nos missions. On pense en particulier à l'avocat qui est désigné au titre de la commission d'office. Il fait comment l'avocat désigné au titre de la commission d'office à Nice, si en fait finalement ce sera à Paris ou à Rennes? Et il fait comment l'avocat du mineur qui est quand même, et même si la justice pénale des mineurs connaît des atteintes fortes depuis quelques années sur ces principes, pour aller défendre un mineur alors qu'on va se retrouver avec un TPE et une cour d'assises des mineurs qui aura une compétence concurrente au plan national, et donc avec des mineurs qui ne seront plus jugés par leurs juges, qui ne seront plus suivis par leurs éducateurs, qui ne seront plus accompagnés par leurs avocats d'enfants. En fait, ça n'est pas en soi le parquet national qui nous inquiète particulièrement, même si ça pose un certain nombre de difficultés, mais c'est aussi toutes les conséquences que ça entraîne au plan national et avec ces compétences concurrentes qui vont jusqu'à l'exécution des peines et la création d'un juge de l'application des peines avec une envergure nationale, dont, même si on a bien compris qu'il devait être calqué sur la question du juge de l'application des peines antiterroristes, c'est en termes de quantité du contentieux sans commune mesure, et en termes de moyens alloués, tout de même toujours aussi pauvres et aussi faibles, ce qui nous fait craindre sur la réalité et l'effectivité des ambitions qui sont portées. Dernier point qui inquiète le CNB, on a 5 minutes pour le traiter, mais 5 minutes, c'est bien. La création d'une nouvelle infraction, l'appartenance à une organisation criminelle. Alors, il y a un principe qui est cher à tous les avocats, et c'est le principe de la légalité criminelle, qui impose comme corollaire des textes clairs et précis. Alors, appartenance à une organisation criminelle, pour le coup, c'est pas très clair et c'est pas très précis. N'est-ce pas, Maître Rebstock? Oui, alors j'espère que ce n'est pas cher seulement aux avocats, mais à tous les juristes. Oui. C'est le problème, c'est la grande foire des associations de malfaiteurs, la bande organisée, l'association de malfaiteurs en bande organisée, l'association criminelle. C'est par définition une injure faite à la rigueur du droit pénal.
Et on voit bien qu'en réalité, ces infractions qui sont très difficiles à appréhender, qui sont d'une souplesse excessive, qui permettent précisément tout. Tout sur le fond, c'est ce que j'appelle souvent le filet pour attraper les trapézistes au cirque, vous voyez, c'est-à-dire que si on n'attrape pas le narcotrafiquant dans l'infraction dure, c'est-à-dire l'importation, le transport, la cession, etc., on le rattrapera au moins dans le filet de l'association de malfaiteurs, dans la bande organisée, pourquoi pas conjuguer les deux, et puis désormais, parce qu'il y a cette espèce de fascination pour l'Italie, fascination malsaine d'ailleurs, hein, vous disiez, M. Coury, tout à l'heure, la mafia, enfin bon, il faudrait un jour revenir aux définitions. La mafia sont des structures anciennes, familiales, religieuses, ça peut paraître paradoxal vu leurs actions, discrètes, c'est pas du tout ce que nous connaissons ici en plein développement, et puis des espèces de marketing ou de franchise, la DZ Mafia, vous la voyez partout, on la voit partout, ça m'intéresserait de savoir ce qu'elle est en réalité, la DZ Mafia. Bon, je referme la parenthèse. Le grand danger, c'est qu'effectivement, cette nouvelle infraction qui va se surajouter en réalité à l'association de malfaiteurs, à la bande organisée, va permettre procéduralement des choses préoccupantes. On sait très bien, et en tout cas à Marseille, on le sait, c'est la pratique, on ouvre souvent avec la circonstance aggravante de la bande organisée. C'est pas parce que la bande organisée est caractérisée, c'est parce que ça va permettre de se situer dans un cadre criminel, ça va donc permettre des détentions provisoires de 4 ans, ça va permettre la mise en œuvre d'outils procéduraux particuliers, et de la même manière, je le disais, l'association de malfaiteurs, c'est ce qui va permettre avec une souplesse extrême, de retenir dans les mailles du filet judiciaire tout ce qui aurait dû normalement ne pas être retenu si l'on avait un regard, une analyse très stricte. Le droit pénal, moi j'ai toujours appris, je suis sans doute pas le seul, je l'espère et j'en suis sûr, le droit pénal c'est d'interprétation stricte. Le droit pénal c'est un droit qui ne souffre aucune souplesse. Et ces infractions-là existantes, je l'ai dit, l'association de malfaiteurs, la bande organisée, circonstances aggravantes, et désormais ce qui est envisagé, c'est-à-dire l'association, la participation à une association criminelle, appartenance pardon, à une association criminelle, va viser à saisir de manière très large, parce que je crois que c'est ça l'idée, du patrimoine dont on n'est pas sûr qu'il appartiendrait vraiment à. Donc je suis effectivement, non pas comme avocat, mais comme juriste, je suis très préoccupé de la multiplication de ces souplesses excessives sous des qualifications un peu attrape-tout. Alors, un auteur a qualifié ça d'infraction chewing-gum. Qu'est-ce que vous en pensez justement sur ces infractions que Maître Rebstock qualifie de filets dérivants, si j'ai bien compris? Je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce que vous venez de dire, Maître. Vous êtes d'accord, oui? Non, je suis désolée, du coup le débat tombe un peu à plat, mais non, en réalité, je me suis posé la question de l'intérêt de cette infraction, dont je pense qu'effectivement, elle vise peut-être à criminaliser des faits de trafic de stupéfiants qu'on a parfois du mal à criminaliser si on n'a pas l'importation en BO, et donc peut-être de faire profiter certaines procédures de délais effectivement de détention provisoire plus importants. C'est révélateur, je pense, en réalité, de cette volonté lancinante qu'il y a derrière un certain nombre de dispositions de cette proposition de loi, de permettre que nous disposions de délais de détention provisoire plus importants pour pouvoir amener certaines personnes détenues devant leur juridiction de jugement. Je crois que c'est en réalité ça qui sous-tend un certain nombre de dispositions. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'est effectivement le type de disposition qui peut avoir des effets pervers, puisqu'il y a une forme de paradoxe quand même dans cette volonté de criminalisation d'infraction que nous, juges d'instruction, nous passons notre temps en général à correctionnaliser au moment du renvoi. Donc ça, enfin voilà, je suis parfaitement lucide sur cette gymnastique-là, et je pense que cette infraction ne serait qu'un obstacle supplémentaire, voilà, qu'on nous demanderait de franchir pour à nouveau finalement correctionnaliser en fin d'information judiciaire. Et le risque, c'est que ça place aussi sur la marche haute de la criminalité organisée tous les mises en examen d'un dossier. Et là, je parle vraiment spécifiquement de la matière du trafic de stupéfiants. On le sait, dans un dossier de trafic de stupéfiants, les degrés d'implication, de responsabilité des différents mises en examen peuvent être très relatives. Et donc, je m'interroge un peu sur l'application de cette association de malfaiteurs criminels à des dossiers de trafic de stupéfiants. Elle serait sans doute plus utile quand ce sont des associations de malfaiteurs qui visent des projets d'assassinat, mais là encore, en termes de réponse pénale, je sais que c'est souvent des associations de malfaiteurs auxquelles sont accolées des infractions qui sont criminalisées par la bande organisée, donc on a déjà le moyen de renvoyer certaines infractions aux criminels si on le souhaite. Alors,
On avait encore plein de questions à poser à nos invités, mais on va laisser la parole circuler dans la salle et on va prendre des questions. Donc, oui, je vous en prie. Je crois qu'il faut que vous reposiez votre question avec le micro parce que Oui, nous, on vous entend. Je voudrais mais pas la savoir visio. ce que les avocats présents ici pensent de la mise en place, c'est ce que je lis, de la réforme, d'un régime d'immunité pour les repentis afin d'encourager les dénonciations des réseaux criminels. Y êtes-vous favorable? Avez-vous déjà couramment pratiqué auprès de vos clients ce repentir? Actif. Non, je n'ai pas croisé de repenti, en tout cas dont j'ai assuré la défense, mais j'ai croisé des repentis régime à la française dans un ou deux dossiers criminels, et effectivement c'est un espèce d'entre-deux étrange. Puisque ce sont des repentis, dont d'ailleurs le statut n'est pas définitif, qui peut être remis en cause au regard de la qualité de leur collaboration maintenue, qui peuvent être d'ailleurs jugés eux-mêmes dans des dossiers où ils ne sont pas repentis. Donc tout ça, je pense d'abord met le repenti dans une situation compliquée. Tout cela à nouveau sous la main d'une autorité qui peut exercer volontairement ou non, mais une forme de pression, puisque ce statut n'est pas définitif, donc à tout moment il peut être retiré puisqu'il est examiné, je ne rentre pas dans les détails, mais régulièrement par une commission, une autorité indépendante, mais tout ça peut être un moyen de pression, je ne dis pas de chantage, mais de pression sur le repenti pour qu'il parle. Alors dit-il toujours la vérité lorsqu'il parle? Dans ce cas-là, je n'en sais rien, et en tout cas moi je n'ai pas les moyens de le vérifier. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre système français est pour l'heure actuelle assez bancal. Voilà. Alors, sur les repentis, Monsieur Couvy, et puis sur les tontons aussi, les informateurs, est-ce qu'il faut les protéger, prévoir des choses pour eux? Écoutez, ça dépend ce qu'on veut. Si effectivement on veut gagner la mer des batailles, puisque j'entends parler de la mer des batailles sur le narcotrafic, il faut à un moment donné aussi protéger ceux qui nous informent et ceux qui peuvent faire plonger tout un réseau. Donc oui. Alors effectivement, en ce moment, on regarde beaucoup vers l'Italie parce qu'ils sont précurseurs dans la lutte justement contre les mafias. Et là où je suis pas d'accord avec vous, mais ça c'est normal, c'est le contradictoire, c'est que je trouve que justement il y a des mafias qui s'installent. Les mafias, c'est quand même une emprise sur un territoire. C'est aussi un intermédiaire effectivement entre le légal et l'illégal. C'est toujours l'économie grise qu'on appelle. Et donc, petit à petit, on est en train aussi d'y plonger. Et si on ne fait pas gaffe, peut-être que si les habitants de Troie, dans l'Antiquité, avaient écouté un peu plus Cassandre, si ça se trouve, ils n'auraient pas perdu la ville de Troie. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à contrer ce narcotrafic, qui n'est pas que du narcotrafic, parce qu'en fait, c'est polycriminel. Ils vivent, effectivement, les trafiquants reçoivent énormément d'argent grâce au trafic de stupes, mais à côté de ça, ils vont faire ce que font les mafias d'ailleurs, c'est-à-dire de la protection, du racket, enfin bref, on voit aujourd'hui, ils vont chez les gens, ils essayent justement d'avoir des rapts pour avoir des bitcoins, etc., etc. Bon. Donc on voit en même temps que c'est une vraie pieuvre et que si aujourd'hui on ne coupe pas les tentacules et qu'on ne s'attaque pas justement à ce péril, on va droit dans le mur. Donc, ma foi, on a encore une fois j'allais dire, des éléments supplémentaires pour protéger justement nos tontons, nos informateurs, qui au demeurant, déjà tout est bien encadré. Et même des fois, à la rigueur, c'est même peu ce qu'on peut leur apporter par rapport à ce qu'eux peuvent nous apporter aussi, notamment les rétributions, ou même avant, c'est vrai qu'on servait un peu sur la bête, effectivement, leur donner de la matière, parce que ça nous permettait de faire condamner des gens, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Voilà, il faut les immatriculer. Il y a tout un système qui fait que des fois, c'est aussi ce petit côté, j'allais dire, psychologique qui fait qu'ils nous aident aussi. Madame Grande, vous en avez croisé, vous, quand vous étiez juge d'instruction, des repentis et des tontons? Alors, des tontons, peut-être, mais il est vrai que la construction d'un dossier
au stade de l'information est davantage géré par le parquet. Quand ça passe à l'instruction, on ne sait pas forcément où sont les sources initiales du dossier. Néanmoins, c'est une vraie préoccupation, interrogation, et je pense que c'est des statuts qui mériteraient à être davantage encadrés pour que même nous, magistrats, nous ayons une meilleure lisibilité de cette origine du dossier bien souvent. Sur les repentis, pour ma part, je n'ai jamais eu de repenti. La possibilité s'était faite dans un de mes dossiers, mais il faut reconnaître que c'est un statut, là, dans son existence actuelle, qui est quand même très particulier et qui n'est pas adapté à tout type de criminalité organisée non plus. Hein. Il faut aussi des personnes voilà, qui sont en capacité de tout quitter du jour au lendemain. Voilà, c'est quand même des statuts très, très contraignants. Donc, ce n'est pas forcément voilà, le lot commun de notre action, mais néanmoins, c'est des statuts qui sont intéressants, là encore, parce que du moment qu'il y a un cadre, leur utilisation en procédure me paraît plus sécurisante en réalité que des recours à des sources anonymes non identifiables. Alors, peut-être une autre question dans la salle. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, il faut un micro parce que sinon on vous Il est là derrière vous, monsieur. Bonjour, Thomas Bidnik, avocat. Je suis un petit peu gêné, je pose une question en même temps, mais c'est vrai que j'apporte un commentaire par cette opposition qui a été faite et qui me paraît sous-jacente et qui n'est jamais discutée entre la morale et le droit. Comme si violer la loi, ça pouvait être moral. Ça, c'est un premier point. Et dans le même ordre d'idée, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on s'assoit sur des centaines, toute l'expérience qu'on a pu avoir avant la Révolution, après la Révolution, des choses tellement simples. Un juge peut-il juger sans contradictoire? Autrement dit, est-ce qu'un juge peut exister, un juge au vrai sens du terme, sans avocat? Parce que c'est l'avocat qui lui porte le contradictoire. Pas seulement l'avocat, mais souvent, d'abord l'avocat. Et pour décliner ce que je viens de dire, et je m'arrêterai après parce que j'ai déjà été trop long, on nous parle du contrôle du juge, de la régularité de la procédure sans avocat. L'article 206 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la chambre de l'instruction, contrairement au tribunal qui ne peut annuler que lorsqu'on le lui demande, doit spontanément, lorsqu'elle est saisie d'une requête, examiner la régularité des procédures. Il faut être très clair, c'est une vaste blague. Ça n'existe pas. Je crois que tous les praticiens peuvent le dire, ça n'existe pas. C'est un texte qui est totalement lettre morte. Il n'y a pas de contrôle, ça n'existe pas. Et moi, personnellement, ça fait 30 ans que je fais ça, 40 heures par jour, je ne l'ai jamais vu. Même pas une fois, pas deux fois, jamais. Il faudrait demander à Bruno son expérience, ça n'existe pas. Et là, on va dire, le président de la chambre de l'instruction, alors je parle des procédures coffres, spontanément va prendre la responsabilité de, et on va faire la même chose parce qu'il y a plein de choses avec le GLD au juge d'instruction qui spontanément va dire non, on arrête parce que là, on viole la loi. Pardonnez-moi, mais c'est soit on est sincère, soit on est parfaitement incompétent, soit on est de mauvaise foi, parce que ce n'est pas possible. Le contradictoire, c'est la condition sine qua non, et je termine après, pour que le droit soit respecté. On oublie aussi une chose quand on fait de la morale. On a un peu l'impression que les bons, l'État, et les mauvais, les voyous. Alors les voyous sont des mauvais, même s'ils sont présumés innocents. Mais on oublie que l'État, c'est dangereux. Pardon. On oublie que l'État, c'est dangereux. Monsieur est un fonctionnaire de police parfaitement honnête. Je n'en doute pas un seul instant et on a besoin de policiers républicains. Mais on sait quand même ce qui peut se passer. On sait même ce qui peut se passer. Nous avons des procédures, en particulier à Marseille, où on voit, mais à Marseille ou ailleurs, peu importe, où on voit, comme on voit parfois des avocats ripoux, ça existe, et bien on voit aussi des policiers ripoux, on voit même des juges qui violent la loi. Tout ça sont des choses qui existent. Et on a l'impression, à travers les débats, qui sont les nôtres dans la proposition de narcotrafiquant, que tout ça n'existe pas. Et les déclarations du procureur général d'Aix, c'est ça. Nous, on est les bons, et puis il y a les mauvais. Voilà, je pourrais continuer, mais je m'arrête. Mais je voulais vous faire réagir à cette réflexion. Alors, comme avocat de la Chambre de l'instruction, je ne vois que vous, Madame Grande, pour répondre à ce que dit Maître Bidnik. Mais en fait, je ne comprends pas exactement à quoi je dois répondre parce que non, mais je ne pense pas avoir là fait la démonstration. Il n'y a pas de contrôle effectif sans défense, finalement. C'est ça que vous voulez voilà, dire. Hein, oui. Le contradictoire serait la pire des choses, bien au contraire. Enfin, à mon avis, il est absolument essentiel au fonctionnement de notre institution et absolument essentiel dans le cadre de la procédure pénale. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est même pas un sujet. Alors, j'entends ce que vous voulez dire sur comment est-ce que le juge peut en réalité s'ériger
seul, voilà, comme garant de la légalité de la procédure et des actes qui y sont accomplis. Je l'entends, mais j'entends aussi derrière ça une forme de défiance à l'égard du juge, parce que le contradictoire, en réalité, il est presque partout et il n'a fait d'ailleurs que s'accroître au cours de ces dernières années. Enfin, quand moi j'ai commencé à être juge d'instruction, les balises, les systèmes des dispositifs de géolocalisation n'existaient pas, n'apparaissaient pas dans les dossiers. Peu à peu, non seulement ils ont été mis en procédure, mais on nous a demandé de les motiver, de motiver les décisions autorisant les services d'enquête à les installer. Donc, je veux dire, on va quand même très largement vers une reconnaissance du contradictoire de manière de plus en plus large dans nos procédures. On parle de la proposition. Là, c'est une régression totale. C'est ça dont il est question. Pardon. Vous avez raison, il y a eu un accroissement sous l'influence notamment de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là, on parle d'une régression massive. Vous parlez de la procédure coffre, c'est ça? Oui, en particulier. Oui, mais je crois avoir dit ce que j'en pensais de la procédure coffre. C'est que je pense qu'elle ne peut avoir une utilité que s'il s'agit de protéger des personnes, comme c'est le cas pour le témoin sous X. Et là, pour le coup, c'est un dispositif qui a été validé. Avec des horreurs absolues. Évolue dans ce sens-là. Pardonnez-moi, je vais donner un exemple récemment à Draguignan, dans un dossier que vous connaissez, Madame la juge. Il a été démontré par A plus B, c'est pour ça que quelqu'un a été acquitté. Bonjour. Il a été démontré que le témoin sous X était un menteur, que c'était totalement bidon. Avec, une anecdote absolument extraordinaire. Le témoin sous X est en train de passer un mauvais moment, et tellement mauvais moment qu'à ce moment-là, on entend une voix, mais comme la voix est filtrée, qu'on voit personne, qui dit non, il veut aller aux toilettes, Le type n'avait jamais rien demandé, une fois, deux fois. Tout ça manifestement par des enquêteurs qui étaient derrière, qui souhaitaient que ça s'arrête. Le type a été acquitté. Enfin, on vous donne un exemple concret. Oui, alors, toutes ces choses-là existent. C'est pour ça que le contradictoire est indispensable. Un exemple que je n'ai pas en tête, mais ça veut bien dire que le contradictoire a joué son rôle. Vous n'avez pas en tête, vraiment, vous êtes sûr? Bon, on ne peut pas donner le nom ici. Non, mais Thomas. Il y a une question. Alors, dernière chose, pardonnez-moi, juste une chose. Des exemples concrets. Parce que j'ai essayé de donner un exemple concret. On entend, et après j'arrête, on entend que les voyous vont écouter ce qui se passe et vont prendre connaissance des techniques d'investigation et ensuite réussir à les contourner. C'est ça qu'a dit M. Couvi. Est-ce qu'on peut avoir juste un exemple? Un petit exemple. C'est comme les stratagèmes des avocats, je n'ai pas entendu un seul exemple pertinent. Mais peut-être que vous en aurez, vous. Non, alors là, j'ai pas d'exemple dans la besace. Non, mais après, il y a des enquêteurs, je pense, qui ont dû effectivement sur le terrain ou dans des procès rencontrer ça. Enfin, on n'invente pas, c'est nos collègues qui nous font remonter. C'est comme quand on met les balises, effectivement, il faut des autorisations partout. C'est 15 jours. Donc, du coup, la première semaine, on pense déjà à refaire, qu'on appelle ça, pour les interceptions judiciaires, etc. C'est le JLD qui décide. Je ne parle pas de ça. Oui, mais nous, on parle de ça. En fait, ce que je veux... Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué, c'est que nous, la procédure est de plus en plus complexe. Et en fait, quand vous êtes dans une enquête, il faut déjà penser au renouvellement avant même d'avoir posé la balise, par exemple, ou de faire une interception. En fait, on nous met des bâtons dans les roues tout le temps en tant qu'enquêteur. Non, mais là, la révélation... Vous avez parlé de la révélation de techniques qui pourraient renseigner les voyous. Oui, pas un seul exemple. Parce que vous n'étiez peut-être pas au bon procès. Écoutez, ça fait des semaines et des semaines, des mois qu'on parle que de ça. Il n'y a pas un exemple dans la presse ou ailleurs. On va encore prendre une question, peut-être, s'il y en a une. C'est marrant parce que j'allais vous dire qu'on n'a pas eu le temps de parler de la captation à distance et j'allais renvoyer vers les écrits de Maître Gnoré qui est arrivé juste à ce moment-là. Donc, je ne sais pas. Y a-t-il encore une question dans la salle? Et puis, on devra malheureusement clore ce débat qui pourra se poursuivre autour du buffet. Une question. Bonjour, Raphaël Chiche, avocat au barreau de Paris. Oui. J'ai également, un commentaire, mais qui peut être présenté sous forme de question et qui fait écho en partie à ce qui a été indiqué, c'est-à-dire la question de la place de la défense et de savoir comment la défense va pouvoir continuer de conserver sa place sans être stigmatisée. Et là, je veux dire quand même que le texte tel qu'il est proposé dans la proposition de loi narcotrafic montre, pardonnez-moi d'enfoncer cette porte ouverte, une défiance qui n'est plus voilée à l'égard de nos moyens d'action. C'est-à-dire, ça a été rappelé par ma consoeur Morino, des avocats qu'il faut désormais, qu'on doit choisir et qui doivent avoir un ancrage territorial
parce qu'on veut éviter la problématique liée à l'envoi de demandes de mise en liberté par lettre recommandée, on va le dire. Hein. C'est ça. C'est peut-être 4 mises en liberté par an, dont une qui a défrayé la chronique à Marseille, et qui a été, et ça faut le dire quand même, approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut réformer la loi parce que la Cour de cassation a approuvé la manière de présenter une demande de mise en liberté. Ça, c'est un premier exemple. Pardon, votre question. Oui. Donc voilà, je voudrais savoir comment, en fait, pardonnez-moi, Madame Grande, vous êtes la seule magistrate, donc si je dois interroger quelqu'un, c'est une question que je vous adresse. C'est comment l'autorité judiciaire que vous représentez modestement à cet instant, mais peut continuer aujourd'hui de nous dire et d'assurer la défense qu'elle continuera d'avoir une place légitime dans le processus juridictionnel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce à quoi on assiste, c'est une régression, une stigmatisation, un isolement de notre rôle, de notre office, avec eh bien, une association en vérité à ceux qu'on défend, comme si nous étions leurs complices. Au-delà des textes, peut-être, oui, l'état d'esprit des magistrats et évidemment, vous ne représentez pas l'institution à vous toute seule. Non seulement je ne représente pas l'institution, mais en plus, voilà, il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas l'autorité judiciaire qui est pouvoir législatif dans ce pays. Donc, bon, voilà, la loi, elle se construit là actuellement dans les débats qui sont parlementaires. Je ne pense pas que ce soit à l'autorité judiciaire d'indiquer comment elle va assurer la protection de la défense. Enfin, voilà. Parce que c'est vous qui êtes porte de proposition, pardonnez-moi. Le débat que nous avons, effectivement, il y a des propositions qui sont faites par vous, qui appartenez aussi à l'autorité judiciaire, par nous. Bon, vous êtes plus écoutés que nous. J'aimerais. Mais c'est parce que vous vous êtes beaucoup plaint, pas vous, mais l'autorité judiciaire, de ce que vous appelez la déloyauté, qui en réalité n'est pas c'est pas de la déloyauté. Il y aurait un long débat sur la déloyauté. C'est l'usage de la légalité abouti à une mise en liberté qui est mal vécue. Et la magistrature se plaint de manière récurrente de ces mises en liberté mal vécues. Et ça encourage le législateur, qui a d'autres préoccupations aussi de communication politique, mais ça encourage le législateur à ces restrictions qui sont des lois sur mesure. Parce que quand on dit que désormais on fera plus de demandes de mise en liberté par lettre recommandée, quand on dit que désormais il faudra prendre un avocat postulant, je croyais qu'on avait supprimé la postulation, mais on a l'air d'y revenir en matière pénale, c'est pour compliquer les choses. Mais c'est compliquer les choses parce que le juge s'est plaint de résultats obtenus dans les limites de la légalité. Je le redis en insistant, c'est pas pour vous, mais vous voyez, ça fait écho à ce que dit le procureur général d'Aix, dans les limites de la légalité. Je ne crois pas que ce soit uniquement la parole des magistrats. Je pense qu'il y a aussi une forme de tolérance de la démocratie à certaines formes de violence et de criminalité qui peut par moment être atteinte également. Et je pense que, et je suis la première à déplorer que sur quelques décisions qui effectivement ont pu faire du bruit dans le monde judiciaire, on envisage des réformes législatives qui vont concerner l'ensemble des procédures et pas seulement celles de la criminalité organisée, parce qu'on est tous lucides là-dessus. Évidemment que les dispositifs dérogatoires, peu à peu, ils ont vocation à s'étendre au droit commun. Et ça, je crois que voilà, cette conscience-là, on l'a. C'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui avec beaucoup de mesures aussi, je pense. Mais il me semble que là, on touche quand même à des formes de criminalité et d'atteinte qui deviennent assez intolérables dans une société démocratique. Voilà. Et donc, c'est vrai que certaines remises en liberté peuvent conduire à une forme d'insatisfaction des magistrats quant voilà, à leur mission, la mission qu'ils accomplissent, et interpellent le législateur. Je ne peux pas vous en dire davantage, mais évidemment que le contradictoire, et on le voit aujourd'hui avec ce débat qui est organisé, avec l'émotion que vous avez prise, est au cœur des débats. Mais, alors, une question. C'est comment, en fait, la réduction des droits de la défense va garantir la régression de la criminalité organisée? Alors, je crois que Maître Repstock a un peu évoqué ce sujet tout à l'heure. Alors, on est obligé de conclure, et c'est la cheville ouvrière de ce débat, Amélie Morino, qui va peut-être conclure, et sachant que le débat pourra se poursuivre autour d'un verre en toute confraternité et amitié, bien sûr. Bien sûr.
Non, mais pour vous répondre, en fait, elle ne va pas. La réduction des droits de la défense ne va pas faire baisser la criminalité organisée. Et comment fait-on pour préserver les droits de la défense et la place de la défense et du contradictoire? Nous, on peut vous répondre à notre place de Conseil national des barreaux, qui est que toutes les semaines, voire tous les jours, nous organisons des rencontres avec des parlementaires pour essayer de les convaincre. Nous voyons les autorités hiérarchiques judiciaires de ce pays pour en échanger. Et l'immense majorité des gens que nous croisons ne tiennent pas les propos qui sont ceux qui ont défrayé la chronique et qui nous ont particulièrement heurtés. Il faut quand même le dire. Ceci étant dit, je vais conclure. Effectivement, on pourra continuer le débat si vous le souhaitez autour d'un verre. Je voudrais quand même tous vous remercier d'avoir accepté de participer à ce débat, y compris dans un contexte où pour certains d'entre vous, c'était parfois compliqué. Et je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat. Bonne soirée.